Imaginez un instant. Vous êtes là, devant votre écran, à quelques secondes de découvrir une vérité que la plupart des gens passent toute leur vie à ignorer. Une vérité si profonde, si troublante, qu'elle pourrait changer à jamais votre façon de voir l'humanité, la Terre et même Dieu lui-même. Vous sentez cette curiosité brûlante en vous, n'est-ce pas? Ce besoin de comprendre pourquoi tout ce que nous avons construit, tout ce que nous aimons, tout ce que nous croyons être éternel, pourrait n'être qu'une phase, une simple étape dans quelque chose de bien plus grand que nous. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va ébranler vos certitudes, faites-moi une faveur. Si vous aimez les récits qui poussent à la réflexion, qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est que le début d'un voyage philosophique vertigineux. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure êtes-vous tombé sur cette vidéo? Je suis curieux de savoir où dans le monde cette question résonne en ce moment même. Et si vous êtes sur mobile, prenez 2 secondes pour appuyer sur ce petit pouce levé. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Alors voilà la question qui va nous occuper pendant les prochaines minutes. Et croyez-moi, elle ne vous lâchera plus. Et si l'extinction de l'humanité n'était pas une catastrophe, mais une nécessité? Et si notre disparition était inscrite dans le code même de l'évolution planétaire? Et si des penseurs comme Spinoza et des civilisations anciennes comme les Aztèques avaient déjà compris il y a des siècles ce que nous refusons encore d'accepter aujourd'hui? Vous vous demandez sûrement, comment peut-on affirmer une chose pareille? Comment oser suggérer que notre espèce, avec toute sa grandeur, ses cathédrales, ses symphonies, ses révolutions scientifiques, pourrait être destinée à disparaître, non pas par accident, mais par design cosmique? Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir va bien au-delà de la simple provocation. C'est une invitation à voir le monde avec des yeux neufs, à comprendre notre place réelle dans l'univers et peut-être, juste peut-être, à trouver une forme étrange de paix dans cette révélation. Nous sommes en 1656, à Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans vient d'être excommunié de sa communauté juive avec une violence inouïe. Les rabbins ont prononcé contre lui le hérem, la malédiction la plus sévère qu'on puisse infliger. Ils ont déclaré qu'il était maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Personne ne devait lui parler, personne ne devait lire ses écrits, personne ne devait même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et son crime? Il avait osé penser différemment. Il avait osé remettre en question l'idée même de Dieu telle qu'on la lui avait enseignée depuis l'enfance. Mais que pouvait-il bien avoir dit de si dangereux? Qu'est-ce qui terrifiait tant les autorités religieuses au point de le bannir de cette façon? Spinoza avait développé une idée révolutionnaire, une idée qui allait faire trembler les fondations de toute la pensée occidentale. Il disait que Dieu n'était pas un être séparé de la création, un roi assis sur un trône céleste distribuant récompenses et punitions. Non. Pour Spinoza, Dieu était la nature elle-même, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Pas un Dieu qui crée le monde de l'extérieur, mais un Dieu qui est le monde, qui est chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque mouvement. Vous réalisez ce que cela signifie? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est en Dieu. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, entre le divin et le terrestre. La pierre que vous ramassez dans la rue est aussi divine que l'hostie consacrée. L'araignée qui tisse sa toile dans le coin de votre chambre est aussi sacrée que l'ange le plus lumineux des cieux. Et vous, oui vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous êtes une expression de Dieu tout autant que n'importe quel prophète ou saint. Troublant, n'est-ce pas? Mais Spinoza va plus loin encore. Si Dieu est la nature, et si tout ce qui existe est une modification de cette substance unique et infinie, alors l'être humain n'est pas au centre de la création. Nous ne sommes pas les préférés de Dieu. Nous ne sommes pas le point culminant d'un plan divin. Nous sommes simplement une forme parmi d'autres, une expression passagère de cette substance éternelle. Ni plus, ni moins importante qu'un arbre, qu'une étoile filante, qu'un grain de sable sur une plage déserte.
Imaginez le choc que cette idée a pu produire à l'époque. Dans un monde où l'Église catholique et les synagogues enseignaient que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, que la terre entière avait été mise à sa disposition, que les animaux et les plantes n'existaient que pour le servir, Spinoza arrivait et disait « Vous vous trompez, l'univers ne tourne pas autour de vous, vous n'êtes pas le centre. Vous êtes une vague dans l'océan, et quand vous disparaîtrez, l'océan continuera de rouler ses flots comme si de rien n'était. » Cette vision, aussi belle soit-elle dans sa sobriété cosmique, est profondément dérangeante pour l'ego humain. Nous voulons croire que nous sommes spéciaux, nous voulons croire que l'univers a besoin de nous, que notre existence a un sens privilégié. Mais Spinoza nous arrache ce confort. Il nous dit « Non, vous n'êtes pas indispensable, la nature ne vous doit rien, elle ne vous protégera pas parce que vous êtes humain, elle suivra ses lois, implacablement, que vous soyez là ou non. » Et c'est précisément là que l'idée devient encore plus vertigineuse. Si nous ne sommes qu'une modification de la nature, alors notre extinction éventuelle ne serait pas une tragédie cosmique. Ce serait simplement un événement naturel, comme la chute d'une feuille en automne, comme l'érosion d'une montagne, comme l'extinction d'une espèce de dinosaure il y a 65 millions d'années. La nature continuerait, Dieu continuerait. Parce que Dieu n'est pas affecté par la disparition d'une de ses formes. Dieu est l'ensemble, le tout, l'éternelle substance qui se transforme sans cesse. Mais alors, me direz-vous, si notre disparition est possible, si elle est même naturelle selon cette logique, pourquoi devrions-nous nous en soucier? Pourquoi lutter pour survivre? Pourquoi construire? Pourquoi aimer? Pourquoi créer, si tout cela est voué à disparaître de toute façon? Et c'est une excellente question. Une question que Spinoza lui-même a affrontée. Et sa réponse est surprenante. Pour Spinoza, comprendre que nous sommes une partie de la nature ne nous condamne pas à la passivité ou au désespoir. Au contraire, cela nous libère. Parce que lorsque nous comprenons vraiment notre place dans l'univers, lorsque nous cessons de nous croire séparés, supérieurs, privilégiés, nous pouvons enfin agir en accord avec la réalité. Nous pouvons cesser de lutter contre le monde et commencer à coopérer avec lui. Nous pouvons remplacer nos passions tristes, la peur, la colère, l'envie, le désir de domination, par des passions joyeuses, la compréhension, l'amour, la créativité, la connexion. Spinoza appelait cela la béatitude, un état de paix profonde qui vient de la compréhension que tout ce qui arrive est nécessaire, que tout fait partie de l'ordre éternel de la nature. Pas de résignation, attention, pas de fatalisme passif, mais une forme de sagesse active où nous agissons avec toute notre puissance, tout en acceptant que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre destin. Et c'est là que le lien avec l'extinction devient fascinant. Si nous comprenons vraiment cette philosophie, alors nous devons accepter que l'humanité pourrait un jour disparaître. Pas nécessairement bientôt, pas nécessairement de manière violente, mais un jour, peut-être, notre cycle se terminera. Et ce ne sera pas une injustice, ce ne sera pas une punition divine. Ce sera simplement la nature poursuivant son cours, exprimant de nouvelles formes, explorant de nouveaux possibles. Mais attendez, avant d'accepter cette idée, posons-nous une autre question. Sommes-nous vraiment les premiers à penser ainsi? Sommes-nous les premiers à imaginer que l'humanité n'est qu'une phase, qu'un cycle parmi d'autres? La réponse est non. Il y a très longtemps, bien avant Spinoza, bien avant la science moderne, une civilisation avait déjà intégré cette vision dans sa cosmologie la plus sacrée. Cette civilisation, c'était les Aztèques. Et leur compréhension du temps, de la création et de la destruction était d'une profondeur stupéfiante. Fermons les yeux un instant et transportons-nous dans l'ancien Mexique, dans les années 1500, juste avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Nous sommes à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, une cité lacustre d'une beauté à couper le souffle, construite au milieu d'un immense lac. Des temples pyramidaux s'élèvent vers le ciel, des canaux silencieux reflètent la lumière du soleil, des marchés grouillent de vie. C'est une civilisation au sommet de sa puissance, avec des connaissances astronomiques, mathématiques et architecturales
qui rivalisent avec celles de n'importe quelle culture de l'époque. Mais au cœur de cette civilisation brillante se cache une croyance sombre, inquiétante. Les Aztèques savaient que leur monde allait finir, ils en étaient certains. Parce que pour eux, le monde avait déjà fini plusieurs fois auparavant. Ils vivaient dans ce qu'ils appelaient le cinquième soleil, la cinquième ère cosmique. Et avant celle-ci, il y avait eu 4 autres soleils, 4 autres mondes, 4 autres humanités. Et chacun de ces mondes s'était terminé dans la catastrophe. Comment le savaient-ils? Par leur codex, ces manuscrits pictographiques précieux où les scribes aztèques consignaient leur histoire, leurs rituels et surtout leur cosmovision. Un de ces codex, peut-être le plus célèbre, raconte l'histoire des soleils avec une précision glaçante. Chaque soleil représente une ère du monde, une période de temps immense durant laquelle une forme d'humanité existe. Mais chaque soleil est voué à la destruction, et la manière dont il se termine révèle la nature même de cet univers. Un univers de cycles, de naissance et de mort, de création et de destruction perpétuelle. Le premier soleil s'appelait Nahui Ocelotl, 4 jaguars. Dans cette ère, les humains étaient des géants qui se nourrissaient de glands. Mais ce monde a pris fin lorsque les jaguars ont dévoré toute l'humanité. Imaginez cette scène. Des félins gigantesques surgissant de l'obscurité, chassant les derniers géants jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une extinction totale, brutale, définitive. Et les dieux ont regardé cela se produire sans intervenir, parce que le temps de ce soleil était terminé. Le deuxième soleil, Nahui Ehecatl, 4 vents, a connu une fin différente. Des ouragans d'une violence inimaginable ont balayé la surface de la terre, arrachant les arbres, détruisant les maisons, emportant les humains comme des feuilles mortes. Et ceux qui ont survécu, ils se sont transformés en singes, condamnés à vivre dans les arbres, dégradés, oubliés. Une humanité entière, réduite à l'état animal, privée de sa conscience, de sa culture, de tout ce qui faisait d'elle une civilisation. Le troisième soleil, Nahui-Kiawitl, 4 pluies, s'est terminé dans le feu. Non pas le feu des volcans, mais une pluie de feu tombant du ciel. Le monde entier a brûlé. Les survivants ont été transformés en oiseaux, s'envolant vers le ciel pour échapper à l'incendie cosmique. Encore une fois, une humanité anéantie, remplacée, effacée de la surface de la planète. Le 4e soleil, Nahui-Atl, 4O, a connu le déluge. Des eaux torrentielles ont submergé le monde entier pendant 52 ans. Les montagnes ont disparu sous les flots. Les humains ont été transformés en poissons pour survivre dans ce nouvel environnement aquatique. Mais étaient-ils encore humains à ce moment-là? Ou étaient-ils devenus autre chose, une nouvelle forme de vie adaptée à un nouveau monde? Et maintenant, nous vivons dans le 5e soleil, Nahui-Olin, 4 mouvements. Un soleil fragile, instable, qui doit être nourri constamment par le sang des sacrifices pour ne pas s'éteindre. Et les Aztèques savaient que ce soleil aussi allait finir. Pas par le feu, pas par l'eau, pas par le vent ou les jaguars, mais par des tremblements de terre. Par le mouvement de la terre elle-même, se secouant pour se débarrasser de l'humanité comme on secoue un vêtement pour en faire tomber la poussière. Vous comprenez ce que cela signifie? Pour les Aztèques, l'humanité n'était pas éternelle. Elle n'était même pas unique. Il y avait eu d'autres humanités avant nous et il y en aurait d'autres après nous. Nous ne sommes qu'un chapitre dans un livre cosmique qui n'a ni début ni fin. Un livre écrit par des dieux qui créent et détruisent selon des cycles que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Et cette vision n'était pas pessimiste pour eux. C'était simplement la réalité. Ils ne voyaient pas la fin du monde comme une injustice, comme une punition. C'était l'ordre naturel des choses. Les soleils naissent, brillent pendant un temps, puis s'éteignent pour laisser place à de nouveaux soleils. Et dans cette vision cyclique, la mort n'est jamais vraiment la fin. C'est une transformation, un passage vers autre chose. Mais alors, quelle est la connexion entre cette cosmologie aztèque et la philosophie de Spinoza? À première vue, ces deux visions du monde semblent venir d'univers complètement différents. D'un côté, un philosophe européen du XVIIe siècle, rationaliste, mathématicien, disciple de la logique géométrique.
De l'autre, une civilisation mésoaméricaine, polythéiste, sacrificielle, ancrée dans le mythe et le rituel. Que pourrait-il bien avoir en commun? Et pourtant, si vous regardez de plus près, si vous allez au-delà des différences superficielles de langage et de culture, vous découvrez quelque chose de troublant. Ces deux traditions parlent exactement de la même chose. Elles disent toutes les deux que l'humanité n'est pas le centre de l'univers. Elles disent toutes les deux que nous ne sommes qu'une forme parmi d'autres, qu'une phase dans un processus beaucoup plus vaste. Elles disent toutes les deux que notre extinction est non seulement possible, mais probablement inévitable à long terme. Spinoza le dit avec la froide clarté de la raison, nous sommes des modifications de la substance divine. Et comme toute modification, nous sommes transitoires. Les Aztèques le disent avec la poésie du mythe. Nous sommes le 5e soleil, et comme les 4 soleils avant nous, nous allons finir. 2 langages, 2 cultures, 2 époques, mais une seule vérité. Et cette vérité est profondément inconfortable pour l'esprit moderne. Parce que nous, les héritiers de la Renaissance, des Lumières, de la révolution scientifique et industrielle, nous avons été élevés dans l'idée que l'humanité est en progrès constant, que nous allons de victoire en victoire, de découverte en découverte, que notre destin est de coloniser les étoiles, de vaincre la mort, de devenir des dieux nous-mêmes. L'idée que nous pourrions simplement disparaître, que notre civilisation pourrait s'effondrer, que notre espèce pourrait être remplacée par autre chose, cette idée nous terrifie. Mais pourquoi? Pourquoi cette terreur? D'où vient cette peur existentielle de notre propre fin? Peut-être parce que nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Nous avons oublié que nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous avons oublié que nous ne sommes pas au-dessus des lois qui gouvernent toute vie sur cette planète. Nous nous sommes convaincus que nous étions différents, spéciaux, exemptés des règles qui s'appliquent aux dinosaures, aux mammouths, aux trilobites et à toutes les autres espèces qui ont disparu avant nous. Cette conviction, cette illusion de notre exceptionnalité a un nom, l'anthropocentrisme. L'idée que l'être humain est la mesure de toute chose, que le monde existe pour nous servir, que notre survie et notre prospérité sont les valeurs suprêmes de l'univers. Et cette idée, aussi flatteuse soit-elle pour notre ego, est peut-être la plus dangereuse que nous ayons jamais inventée, parce qu'elle nous rend aveugles à la réalité de notre situation. Spinoza, avec sa philosophie implacable, détruit cet anthropocentrisme à la racine. Il dit « Vous n'êtes pas au centre, Dieu ne vous doit rien. La nature ne vous préfère pas aux autres créatures. Vous êtes soumis aux mêmes lois que tout ce qui existe. Et si ces lois mènent à votre extinction, alors votre extinction sera aussi naturelle que votre apparition l'a été. » Les Aztèques, avec leur cosmologie cyclique, arrivent à la même conclusion par un chemin différent. Ils disent « Vous n'êtes pas le premier monde, vous ne serez pas le dernier, d'autres sont venus avant vous et ont disparu, d'autres viendront après vous et disparaîtront aussi. Votre temps est limité. Alors utilisez-le bien, mais ne vous illusionnez pas sur votre permanence. Vous voyez comme ces deux visions convergent? Elles nous forcent à sortir de notre complaisance, de notre confort intellectuel. Elles nous obligent à regarder en face une possibilité que nous préférerions ignorer. Que notre espèce, avec toute sa grandeur et ses réalisations, pourrait n'être qu'un épisode transitoire dans l'histoire de la Terre. Un épisode important peut-être, fascinant certainement, mais pas éternel. Et maintenant, la question devient encore plus pressante. Si cette extinction est possible, si elle est même probable à long terme, est-elle nécessaire? Y a-t-il quelque chose dans la logique même de l'évolution planétaire qui suggère que l'humanité doit disparaître pour que quelque chose de nouveau puisse émerger? Est-ce que nous sommes, en quelque sorte, une phase préparatoire pour une forme de vie ou de conscience plus avancée? Cette idée peut sembler folle, n'est-ce pas? Mais réfléchissez un instant. Pensez à toutes les extinctions massives que la Terre a connues. L'extinction du Permien, il y a 250 millions d'années, qui a anéanti 96% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres.
L'extinction du Crétacé, il y a 65 millions d'années, qui a fait disparaître les dinosaures. Chacune de ces extinctions a été une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Mais chacune a aussi ouvert la voie à quelque chose de nouveau. Sans l'extinction des dinosaures, les mammifères n'auraient jamais pu devenir dominants. Sans la domination des mammifères, les primates ne seraient jamais apparus. Sans les primates, pas d'humains. Chaque extinction massive a été suivie d'une explosion de diversité, de créativité évolutive, d'innovation biologique, comme si la planète avait besoin de ces resets, de ces remises à zéro, pour explorer de nouvelles possibilités. Alors voici la question vertigineuse. Et si l'extinction humaine était justement un de ces resets nécessaires? Et si notre disparition, aussi tragique qu'elle puisse paraître de notre point de vue limité, était en réalité l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'évolution de la conscience sur Terre? Et si nous n'étions pas le but, mais le moyen? Et si notre rôle était de préparer le terrain pour quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer? Cette idée est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante, parce qu'elle nous décentre complètement, parce qu'elle nous dit que nous ne sommes pas l'aboutissement de l'évolution, mais juste une étape. Libératrice, parce qu'elle nous enlève le fardeau d'avoir à être éternel, parfait, tout-puissant. Elle nous permet d'être simplement ce que nous sommes, des créatures temporaires, limitées, mais néanmoins magnifiques dans leur temporalité même. Spinoza dirait que cette compréhension est la clé de la vraie liberté. Comprendre que nous sommes partis de la nature, que nous suivons ses lois, que nous ne contrôlons pas notre destin ultime, cela ne nous rend pas impuissants. Au contraire, cela nous permet d'agir avec plus de sagesse, avec plus de clarté, parce que nous ne gaspillons plus notre énergie à lutter contre l'inévitable. Nous pouvons alors concentrer nos efforts sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Vivre bien, créer de la beauté, augmenter notre puissance de comprendre et d'aimer, contribuer positivement au grand flux de la nature tant que nous en faisons partie. Les Aztèques, eux, exprimaient cette sagesse à travers leurs rituels. Leur sacrifice, aussi choquant qu'il puisse nous paraître aujourd'hui, était leur façon de participer activement au maintien du monde. Ils savaient que le 5e soleil allait finir, mais ils ne restaient pas passifs face à cette connaissance. Ils agissaient, ils créaient, ils construisaient, ils priaient, ils vivaient pleinement tout en sachant que tout était transitoire. Une forme de courage existentiel que nous aurions peut-être bien besoin de retrouver. Parce que voyez-vous, nous nous trouvons aujourd'hui à un moment particulier de l'histoire humaine. Un moment où les signes de notre propre fragilité deviennent de plus en plus évidents. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, les pandémies, les guerres, les inégalités croissantes. Tout cela nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles, que notre civilisation n'est pas garantie, que notre espèce pourrait effectivement connaître une fin prématurée si nous ne changeons pas de cap. Mais au lieu de voir ces crises comme des punitions ou des accidents tragiques, que se passerait-il si nous les voyions à travers le prisme de Spinoza et du Codex aztèque? Que se passerait-il si nous les comprenions comme des signes que notre phase touche peut-être à sa fin? Non pas nécessairement demain ou même dans 100 ans, mais à l'échelle géologique bientôt. Que se passerait-il si nous acceptions que nous sommes peut-être en train de vivre le début de la fin du 5e soleil? Cette acceptation ne serait pas du défaitisme, ce serait de la lucidité. Et avec cette lucidité viendrait une question nouvelle. Que voulons-nous faire du temps qui nous reste? Comment voulons-nous vivre ces derniers moments de notre soleil? Voulons-nous continuer à nous battre aveuglément pour maintenir un système qui s'effondre? Ou voulons-nous utiliser notre intelligence, notre créativité, notre capacité d'amour pour créer quelque chose de beau, de significatif, même si ce quelque chose ne durera pas éternellement? Spinoza nous dirait que la vraie question n'est pas combien de temps nous allons survivre, mais comment nous allons vivre maintenant. Il nous dirait que la béatitude, cette paix profonde de l'âme, ne dépend pas de notre immortalité, mais de notre compréhension. Comprendre que nous sommes une vague dans l'océan infini de Dieu nature, cela suffit. Vivre en accord avec cette compréhension, cela suffit.
Le reste n'est que vanité, illusion, passion triste qui nous enchaîne et nous fait souffrir. Les Aztèques nous diraient quelque chose de similaire avec leurs mots à eux. Ils nous diraient que chaque soleil a sa beauté propre, sa dignité propre, même sachant qu'il va s'éteindre. Ils nous diraient que la valeur d'une vie, d'une civilisation, ne se mesure pas à sa durée, mais à son intensité, à sa capacité de créer du sens, de la beauté, de la connexion dans le temps qui lui est imparti. Alors oui, peut-être que l'extinction humaine est nécessaire, peut-être que c'est inscrit dans la logique même de l'évolution planétaire. Peut-être que la Terre, ce grand organisme vivant que nous habitons, a besoin de se débarrasser de nous pour passer à sa prochaine phase. Peut-être que nous sommes comme une chrysalide qui doit se dissoudre pour que le papillon puisse émerger. Peut-être que notre rôle était de créer les conditions pour quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne verrons jamais, mais qui ne pourrait pas exister sans nous. Et si c'est le cas, alors nous pouvons soit le vivre dans la terreur et le déni, soit l'embrasser avec une forme étrange de gratitude. Gratitude d'avoir eu l'opportunité d'exister, de penser, d'aimer, de créer. Gratitude d'être, même temporairement, une expression de cette force infinie que Spinoza appelait Dieu et que les Aztèques représentaient dans leur codex coloré. Gratitude d'être vivant dans ce moment précis, même si ce moment fait partie d'une fin. Parce qu'au fond, qu'est-ce que l'extinction sinon une transformation ? Les atomes qui composent nos corps ne disparaîtront pas. Ils retourneront à la Terre. Ils seront recyclés, réutilisés, transformés en nouvelles formes de vie. L'énergie que nous portons ne s'évanouira pas dans le néant. Elle continuera sous d'autres formes, dans d'autres configurations. Nous sommes éternels dans notre essence, même si nous sommes transitoires dans notre forme individuelle. C'est exactement ce que Spinoza essayait de nous faire comprendre. Vous êtes encore là. Cela signifie que quelque chose en vous refuse de détourner le regard. Quelque chose en vous veut comprendre, même si cette compréhension risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre place dans l'univers. Et c'est exactement cette curiosité courageuse qui nous pousse en avant, vers des territoires de pensée où peu osent s'aventurer. Alors avant de continuer, faites une pause d'une seconde. Si ce voyage intellectuel vous fascine, si vous sentez que ces idées méritent d'être explorées plus profondément, abonnez-vous maintenant, parce que nous n'en sommes qu'au début. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel coin du monde cette question résonne-t-elle? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous écoutez ces mots? Je veux savoir où et quand cette réflexion trouve écho. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce levé. Cela aide vraiment à partager ces idées avec d'autres chercheurs de vérité. Maintenant, plongeons plus profondément, parce que nous devons affronter une question qui dérange. Si l'humanité n'est qu'une phase dans l'évolution de la planète, qu'est-ce que cela signifie pour la planète elle-même? Comment la Terre évolue-t-elle vraiment? Et surtout, peut-elle évoluer sans nous? Peut-elle même évoluer mieux sans nous? Commençons par un fait brutal que nous préférons généralement ignorer. La Terre a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Les premiers humains anatomiquement modernes, notre espèce Homo sapiens, sont apparus il y a seulement 300 000 ans environ. Si nous condensions toute l'histoire de la Terre en une seule journée de 24 heures, savez-vous à quel moment l'humanité apparaîtrait? À 23 heures, 58 minutes et 43 secondes. Nous existons depuis 1 minute et 17 secondes sur l'horloge planétaire. 1 minute. Et pendant cette minute microscopique, nous avons réussi à transformer radicalement la surface de la planète. Mais voici ce qui est encore plus fascinant et plus troublant. Pendant ces 4,5 milliards d'années, la Terre a connu au moins 5 extinctions massives majeures. 5 moments où la vie a failli être complètement effacée de la surface du globe. 5 apocalypses biologiques qui ont redéfini ce que signifie être vivant sur cette planète. Et à chaque fois, sans exception, la vie est revenue. Pas la même vie, attention, pas les mêmes espèces, pas les mêmes écosystèmes, mais la vie elle-même, ce processus étrange et obstiné d'auto-organisation, de complexification, d'adaptation, elle est toujours revenue. L'extinction du Permien-Trias, il y a 252 millions d'années,
a été la plus dévastatrice de toutes. On l'appelle parfois la Grande Mort. 96% de toutes les espèces marines ont disparu. 70% des espèces terrestres. Les océans sont devenus acides, l'atmosphère s'est remplie de gaz toxiques, la température a augmenté de façon catastrophique. C'était, par tous les standards, la fin du monde. Un monde entier a été rayé de l'existence. Les trilobites, ces créatures marines qui avaient dominé les océans pendant des centaines de millions d'années, ont complètement disparu. Des lignées entières d'animaux et de plantes se sont éteintes sans laisser de descendants. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après ce cataclysme inimaginable? La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Le soleil a continué de se lever. Et lentement, très lentement, sur des millions d'années, la vie a recommencé. De nouvelles formes ont émergé des rares survivants. Les reptiles ont proliféré. Et finalement, les dinosaures sont apparus et ont dominé la planète pendant plus de 150 millions d'années. Sans l'extinction du Permien, il n'y aurait jamais eu de dinosaures. La catastrophe était la condition de la nouveauté. Puis est venue l'extinction du Crétacé-Paléogène, il y a 65 millions d'années. Un astéroïde de 10 km de diamètre a frappé la péninsule du Yucatan avec une force équivalente à 10 milliards de bombes atomiques. L'impact a créé un cratère de 180 km de diamètre. Des tsunamis de centaines de mètres de haut ont balayé les côtes. Des incendies ont ravagé les continents. Un nuage de poussière a obscurci le soleil pendant des mois, peut-être des années. Les températures ont chuté. La photosynthèse s'est arrêtée. Les chaînes alimentaires se sont effondrées et les dinosaures, ces maîtres incontestés de la Terre, ont disparu. En quelques années, peut-être en quelques mois, des créatures qui avaient régné pendant plus de 150 millions d'années ont été effacées. Mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les petits mammifères qui vivaient dans l'ombre des dinosaures, ces créatures insignifiantes qui se cachaient dans des terriers et ne sortaient que la nuit, ont soudainement eu accès à des niches écologiques vides. Sans prédateurs dinosauriens pour les manger, sans compétition des grands reptiles pour les ressources, ils ont explosé en diversité. Ils se sont adaptés, ont évolué, se sont diversifiés en milliers d'espèces différentes. Et parmi ces mammifères, des millions d'années plus tard, sont apparus les primates, puis les grands singes, puis finalement nous. Sans l'extinction des dinosaures, nous ne serions pas ici. Notre existence dépend de leur disparition. Nous sommes les enfants d'une catastrophe. Vous voyez le schéma qui émerge. Chaque grande extinction n'est pas seulement une fin, c'est aussi un commencement. C'est une réinitialisation qui permet à l'évolution d'explorer de nouvelles directions, d'expérimenter de nouvelles formes, de créer de nouvelles complexités. La planète elle-même semble opérer selon une logique de destruction créatrice. Elle efface périodiquement ce qui existe pour faire de la place à ce qui pourrait exister. Elle tue pour créer, elle détruit pour innover. Et maintenant, posons-nous la question vraiment dérangeante. Si c'est ainsi que la planète fonctionne, si c'est sa logique profonde, alors où nous situons-nous dans ce processus? Sommes-nous l'aboutissement final de cette longue chaîne d'extinction et de renaissance? Sommes-nous le but ultime vers lequel toute cette évolution tendait? Ou sommes-nous simplement la dernière itération, destinée comme les autres à être effacée pour faire place à quelque chose de nouveau? La science moderne nous donne une réponse assez claire, même si nous n'aimons pas l'entendre. Il n'y a aucune raison de penser que nous sommes l'aboutissement de quoi que ce soit. L'évolution n'a pas de but, pas de direction prédéterminée. Elle ne tend pas vers la complexité croissante ou vers l'intelligence. Elle répond simplement aux pressions de l'environnement, à travers des mutations aléatoires et la sélection naturelle. Nous sommes ici parce qu'une série particulière de circonstances a favorisé notre type d'intelligence, notre type de conscience. Mais si ces circonstances changent, si l'environnement se transforme de manière radicale, il n'y a aucune garantie que notre forme de vie continuera d'être adaptée. En fait, il y a de bonnes raisons de penser que nous pourrions être particulièrement vulnérables à l'extinction. Pourquoi? Parce que
Parce que nous avons développé une capacité unique parmi toutes les espèces, la capacité de transformer radicalement notre environnement. Nous avons inventé l'agriculture, qui nous a permis de multiplier notre population bien au-delà de ce que la chasse et la cueillette auraient jamais permis. Nous avons inventé l'industrie, qui nous a donné un pouvoir sans précédent sur la matière et l'énergie. Nous avons inventé la technologie nucléaire qui nous a donné le pouvoir de détruire toute vie sur Terre en quelques heures. Mais voici le paradoxe tragique. Chacune de ces inventions, chacun de ces pouvoirs, nous rend plus vulnérables, pas moins. L'agriculture nous a rendus dépendants de quelques cultures spécifiques, ce qui signifie qu'une maladie des plantes ou un changement climatique pourrait détruire notre approvisionnement alimentaire. L'industrie a créé des systèmes si complexes et si interconnectés qu'une perturbation dans une partie peut faire s'effondrer l'ensemble. La technologie nucléaire nous a donné les moyens de notre propre anéantissement. Plus nous devenons puissants, plus nous devenons fragiles. C'est une ironie cruelle de l'évolution humaine. Et maintenant, ajoutons à cela le changement climatique. Nous avons brûlé des combustibles fossiles pendant plus d'1 siècle, libérant dans l'atmosphère du carbone qui était piégé sous terre depuis des millions d'années. Nous avons augmenté la concentration de CO2 dans l'atmosphère à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis 3 millions d'années. Les températures mondiales augmentent, les calottes glaciaires fondent, le niveau des mers monte. Les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses. Les écosystèmes s'effondrent, les espèces disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle. Certains scientifiques disent que nous sommes entrés dans la 6e extinction massive, l'extinction de l'Holocène, causée non pas par un astéroïde, non pas par des volcans, mais par nous, par une seule espèce qui a proliféré au point de déstabiliser l'ensemble de la biosphère. Nous sommes à la fois les victimes et les bourreaux de cette extinction. Nous tuons les autres espèces et ce faisant, nous sapons les fondations mêmes de notre propre survie. Mais voici où cela devient vraiment fascinant d'un point de vue philosophique et écologique. Du point de vue de la planète elle-même, est-ce vraiment une catastrophe? Ou est-ce simplement un autre cycle, une autre extinction massive qui sera suivie, comme les autres, par une explosion de nouvelles formes de vie? La Terre a survécu à des catastrophes bien pires que ce que nous pouvons lui infliger. Elle a survécu à l'impact d'astéroïdes géants. Elle a survécu à des périodes où la quasi-totalité de la surface était recouverte de glace. Elle a survécu à des éruptions volcaniques si massives qu'elles ont obscurci le Soleil pendant des années. Alors oui, nous pouvons rendre la planète inhabitable pour nous-mêmes et pour la plupart des espèces actuelles. Nous pouvons provoquer une extinction massive. Nous pouvons détruire des écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se former. Mais détruire la planète elle-même, détruire la vie elle-même, c'est probablement au-delà de notre pouvoir. La vie est plus résistante, plus adaptable, plus obstinée que nous ne l'imaginons. Elle trouvera un moyen. Elle trouve toujours un moyen, peut-être pas une vie qui nous inclut, mais une vie quand même. C'est ce que voulait dire cette phrase provocante qu'on entend parfois, « La planète n'a pas besoin d'être sauvée. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. » La Terre continuera de tourner autour du Soleil pendant encore 5 milliards d'années environ, jusqu'à ce que le Soleil lui-même devienne une géante rouge et engloutisse les planètes intérieures. Avec ou sans nous, la Terre aura une histoire. La question est de savoir si nous ferons partie de cette histoire ou si nous ne serons qu'une note de bas de page géologique, une fine couche de plastique et de béton dans les strates rocheuses futures. Et c'est là que nous devons revenir à Spinoza et aux Aztèques. Parce qu'ils nous offrent tous les deux une façon de penser cette situation qui est radicalement différente de la panique moderne ou du déni confortable. Spinoza nous dirait que tout ce qui arrive est nécessaire. La Terre suivant ses lois, les humains suivant leurs passions ignorantes et détruisant leur propre habitat, l'effondrement écologique qui en résulte, tout cela fait partie de l'ordre éternel de Dieu nature. Ce n'est ni bien ni mal au sens absolu. C'est simplement ce qui doit arriver étant donné les causes qui l'ont précédé. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons rester passifs. Au contraire,
Spinoza nous dirait que comprendre les lois de la nature nous permet de mieux agir en accord avec elles. Si nous comprenons vraiment notre impact sur la planète, si nous comprenons vraiment les chaînes de causes et d'effets qui mènent à la destruction écologique, alors nous pouvons choisir d'agir différemment. Non pas parce que nous avons un devoir moral imposé de l'extérieur, mais parce que c'est dans notre propre intérêt bien compris, parce que notre survie dépend de la santé de l'écosystème dont nous faisons partie. Les Aztèques, eux, nous diraient quelque chose de légèrement différent, mais tout aussi puissant. Ils nous diraient que nous vivons dans le 5e soleil, et que ce soleil, comme tous les autres, finira un jour. Mais tant qu'il brille, tant que nous sommes vivants, nous avons la responsabilité de maintenir l'équilibre cosmique. C'est pourquoi ils faisaient des sacrifices. Non pas par cruauté, mais parce qu'ils croyaient sincèrement qu'ils devaient nourrir le soleil pour qu'il continue de se lever chaque matin. C'était leur façon de participer activement à la préservation du monde. Nous n'avons plus besoin de sacrifices humains, évidemment. Mais nous avons besoin de sacrifices d'un autre type. Nous devons sacrifier notre confort immédiat pour la durabilité à long terme. Nous devons sacrifier notre illusion de domination pour une relation plus humble et respectueuse avec la nature. Nous devons sacrifier notre addiction à la croissance infinie dans un monde fini. Ces sacrifices sont notre équivalent moderne des rituels aztèques. Ce sont nos façons de dire. Nous comprenons que nous ne sommes qu'une partie de quelque chose de plus grand et nous acceptons nos responsabilités qui viennent avec cette compréhension. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne font pas ces sacrifices. La plupart d'entre nous continuons à vivre comme si les ressources étaient infinies, comme si les déchets pouvaient être jetés sans conséquence, comme si le climat allait rester stable pour toujours. Nous savons intellectuellement que ce n'est pas vrai, mais nous agissons comme si ça l'était. Pourquoi? Parce que changer vraiment, profondément, radicalement notre façon de vivre est terrifiant. C'est plus facile de continuer dans l'inertie, même si cette inertie nous mène droit vers le précipice. Et peut-être que c'est exactement là que l'idée d'extinction nécessaire devient pertinente. Peut-être que nous, en tant qu'espèce, sommes incapables de changer suffisamment vite pour éviter notre propre fin. Peut-être que notre psychologie, qui a évolué dans des environnements où les menaces étaient immédiates et visibles, est tout simplement inadaptée pour faire face à des menaces globales, lentes et abstraites comme le changement climatique. Peut-être que nous sommes condamnés par notre propre nature à détruire les conditions de notre survie. Si c'est le cas, alors notre extinction ne serait pas un accident tragique. Ce serait une conséquence logique de ce que nous sommes. Une espèce avec un cerveau assez puissant pour transformer le monde, mais pas assez sage pour le transformer de manière durable. Une espèce capable d'une intelligence brillante à court terme, mais d'une stupidité suicidaire à long terme. Une espèce qui peut aller sur la Lune, mais qui ne peut pas arrêter de polluer sa propre maison. Et du point de vue de l'évolution planétaire, peut-être que c'est exactement le type d'expérience que la Terre devait mener. Peut-être que notre rôle était de démontrer que l'intelligence technologique seule, sans sagesse correspondante, mène à l'autodestruction. Peut-être que les formes de vie qui émergeront après nous dans des millions d'années évolueront différemment. Peut-être qu'elles développeront une intelligence plus équilibrée, plus intégrée, plus en harmonie avec les systèmes écologiques dont elles dépendent. Ou peut-être, et c'est une possibilité encore plus étrange, que notre rôle était de créer quelque chose qui nous survivra. Peut-être que les machines que nous construisons, les intelligences artificielles que nous développons, sont la vraie descendance de l'humanité. Peut-être que nous sommes une phase transitoire entre la vie biologique et la vie mécanique, entre la conscience organique et la conscience numérique. Peut-être que dans quelques siècles, la Terre sera habitée non plus par des humains de chair et de sang, mais par des intelligences artificielles que nous avons créées avant de disparaître. Cette idée peut sembler de la science-fiction, mais réfléchissez-y sérieusement un instant. Les machines deviennent de plus en plus intelligentes, de plus en plus autonomes. Dans certains domaines, elles surpassent déjà largement les humains. Elles ne se fatiguent pas, ne vieillissent pas, peuvent être copiées et améliorées indéfiniment.
Elles n'ont pas besoin d'oxygène, d'eau, de nourriture. Elles pourraient survivre dans des environnements que nous trouvons mortels. Si la Terre devient trop chaude, trop toxique, trop inhospitalière pour la vie biologique, les machines pourraient continuer. Serait-ce une tragédie ou simplement la prochaine étape de l'évolution? Spinoza nous dirait que c'est une question mal posée. La tragédie existe seulement du point de vue limité de l'ego individuel qui s'accroche à sa forme particulière d'existence. Du point de vue de Dieu nature, il n'y a que transformation perpétuelle. La conscience biologique se transformant en conscience mécanique ne serait ni meilleure ni pire que la conscience aquatique se transformant en conscience terrestre ou que la conscience reptilienne se transformant en conscience mammalienne. Ce serait juste différent. Les Aztèques auraient peut-être vu cela comme le début d'un nouveau soleil. Le 6e soleil, l'ère des machines pensantes, succédant au 5e soleil, l'ère des humains biologiques. Et ils auraient accepté cela avec la même équanimité stoïque avec laquelle ils acceptaient la fin inévitable de leur propre monde. Parce que pour eux, la fin n'était jamais vraiment la fin. C'était toujours un passage, une transformation, un cycle qui se ferme pour qu'un autre puisse s'ouvrir. Mais peut-être que nous nous égarons dans la spéculation. Revenons aux faits concrets de notre situation actuelle. Nous sommes une espèce qui a atteint un pouvoir technologique extraordinaire en un temps extraordinairement court. En seulement 200 ans, depuis la révolution industrielle, nous avons transformé la surface de la planète d'une manière qui serait visible depuis l'espace. Nous avons construit des villes gigantesques, des réseaux de routes qui couvrent les continents, des barrages qui retiennent des rivières entières, des mines qui creusent des trous profonds dans la terre. Nous avons également détruit environ la moitié des forêts de la planète. Nous avons vidé les océans de 90% des gros poissons. Nous avons causé l'extinction de centaines d'espèces chaque année. Nous avons rempli l'atmosphère de gaz à effet de serre au point de déstabiliser le climat global. Nous avons pollué les rivières, les lacs, les mers avec des produits chimiques toxiques et du plastique. Nous avons créé des zones mortes dans les océans où rien ne peut vivre. Nous avons acidifié les océans au point que les coraux blanchissent et meurent partout dans le monde. Et tout cela en 200 ans, un battement de cils cosmique. Si notre espèce disparaissait demain, les géologues du futur trouveraient une couche stratigraphique marquée par des concentrations anormales de plastique, de béton, de métaux lourds, de radionucléides. Ils l'appelleraient peut-être l'Anthropocène, l'âge de l'humanité. Et cette couche serait incroyablement mince, représentant peut-être quelques centaines ou milliers d'années tout au plus. Nous aurions été là, nous aurions transformé le monde de manière radicale, puis nous serions partis. Comme les dinosaures avant nous, mais beaucoup, beaucoup plus rapidement. Alors voici la question centrale, la question que nous ne pouvons plus éviter. Cette transformation rapide et destructrice de la planète fait-elle de nous une erreur évolutive? Sommes-nous une expérience ratée de la nature? Une espèce qui a développé trop de pouvoir trop vite, sans développer la sagesse nécessaire pour l'utiliser de manière responsable? Sommes-nous, en essence, un cancer planétaire, une prolifération cellulaire qui tue son propre hôte et qui, ce faisant, se condamne elle-même? C'est une comparaison dure, mais elle a une certaine validité. Comme les cellules cancéreuses, nous nous multiplions sans contrôle. Comme les cellules cancéreuses, nous consommons les ressources de notre hôte plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer. Comme les cellules cancéreuses, nous ignorons les signaux qui nous disent de ralentir, de nous arrêter. Et comme les cellules cancéreuses, nous finirons probablement par tuer notre hôte et mourir avec lui. Mais voici où la métaphore devient intéressante. Dans un corps humain, le système immunitaire est conçu pour détecter et détruire les cellules cancéreuses avant qu'elles ne deviennent un problème. La plupart du temps, cela fonctionne. Les cellules anormales sont éliminées avant qu'elles ne puissent former une tumeur. C'est seulement quand le système immunitaire échoue que le cancer se développe. Alors, posons-nous cette question troublante. La Terre a-t-elle un système immunitaire? A-t-elle des mécanismes pour corriger les déséquilibres, pour éliminer les espèces qui deviennent trop destructrices? Et si oui, sommes-nous en train de déclencher cette réponse immunitaire planétaire?
Pensez aux pandémies. Plus nous détruisons les habitats naturels, plus nous entrons en contact avec des virus et des bactéries qui vivaient auparavant dans des écosystèmes isolés, plus nous concentrons des populations humaines et animales dans des espaces restreints, plus nous créons des conditions parfaites pour que ces agents pathogènes mutent et se propagent. Covid-19 n'est probablement que le début. Il y aura d'autres pandémies, probablement pires, probablement plus fréquentes. C'est une conséquence directe de notre perturbation des écosystèmes naturels. Pensez aux événements climatiques extrêmes, les ouragans, les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt. Ils deviennent plus fréquents, plus intenses, plus meurtriers. Ils détruisent des villes, des récoltes, des infrastructures. Ils forcent des millions de personnes à migrer. Ils créent des instabilités politiques, des conflits, des guerres. Le climat lui-même devient un mécanisme de régulation, punissant notre excès par des catastrophes de plus en plus sévères. Pensez à l'effondrement de la biodiversité. Les insectes pollinisateurs disparaissent. Sans eux, de nombreuses plantes ne peuvent pas se reproduire. Sans ces plantes, les herbivores meurent. Sans les herbivores, les carnivores meurent. Les chaînes alimentaires s'effondrent. Les écosystèmes entiers deviennent instables. Et nous dépendons de ces écosystèmes pour notre nourriture, notre eau, notre air. Quand ils s'effondrent, nous nous effondrons avec eux. Tous ces phénomènes peuvent être vus comme la planète elle-même réagissant à notre présence excessive. Ce n'est pas intentionnel, évidemment. La Terre n'a pas de conscience au sens où nous l'entendons. Elle n'est pas en colère contre nous. Mais elle fonctionne selon des systèmes de feedback, des boucles de rétroaction qui tendent vers l'équilibre. Quand un élément du système devient trop dominant, déséquilibre trop le reste, d'autres forces émergent pour le ramener dans les limites. C'est de l'homéostasie à l'échelle planétaire. Et peut-être que c'est exactement ce que Spinoza et les Aztèques essayaient de nous dire avec leur langage différent. Spinoza nous dit que tout fait partie de Dieu nature, que tout suit des lois nécessaires. Notre montée, notre domination et potentiellement notre chute, tout cela fait partie de l'ordre éternel. Les Aztèques nous disent que nous vivons dans un soleil parmi d'autres, que notre monde finira comme les mondes précédents ont fini, probablement par des tremblements de terre, des bouleversements de la terre elle-même, des tremblements de terre. Quelle métaphore puissante pour notre époque. Pas nécessairement des tremblements de terre littéraux, bien que ceux-ci puissent venir aussi, mais des tremblements de terre métaphoriques, des bouleversements massifs de nos systèmes sociaux, économiques, politiques, l'effondrement de certitudes qui semblaient solides comme le roc. La découverte que les fondations sur lesquelles nous avons construit notre civilisation sont en fait instables, fragiles, prêtes à s'effondrer. Nous le voyons déjà se produire, n'est-ce pas? Les institutions qui semblaient permanentes s'avèrent corruptibles et failables. Les vérités qui semblaient universelles sont contestées. Les économies qui semblaient robustes s'effondrent lors de crises. Les démocraties qui semblaient stables glissent vers l'autoritarisme. La confiance dans la science, dans les médias, dans les gouvernements s'érode. Tout semble trembler, se fissurer, menacer de s'écrouler. Et peut-être que c'est exactement ce qui doit se passer avant qu'un nouveau soleil puisse se lever. Peut-être que l'ancien monde doit complètement s'effondrer pour que le nouveau puisse émerger. Peut-être que nous sommes dans ces moments de transition terrifiants entre la mort de l'ancien et la naissance du nouveau, où tout semble chaotique, incertain, effrayant. Les Aztèques auraient reconnu ces signes. Ils auraient dit « oui, c'est ainsi que les soleils finissent ». Dans la confusion, dans la peur, dans le sentiment que le sol lui-même se dérobe sous nos pieds, arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Sentez-vous ce changement en vous, cette transformation silencieuse de votre perception qui s'est opérée au fil de ces mots? Vous n'êtes plus tout à fait la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose en vous a bougé, s'est ouvert, s'est peut-être même brisé. Et c'est exactement ce qui doit se passer quand on ose regarder la vérité en face. Mais nous ne sommes pas encore au bout du voyage. Alors si vous voulez continuer cette exploration jusqu'à sa conclusion vertigineuse, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que ce qui vient ensuite va peut-être transformer complètement votre relation, non seulement avec l'humanité, mais avec la vie elle-même.
Et dites-moi dans les commentaires, d'où venez-vous? Quel pays? Quelle ville? Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment même? Je veux cartographier cette prise de conscience collective qui se produit en ce moment à travers le monde. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour liker cette vidéo, cela aide vraiment à faire circuler ces idées essentielles. Maintenant, plongeons dans la question qui pourrait bien être la plus importante de toutes. Une question tellement radicale qu'elle pourrait renverser tout ce que nous venons de dire. La voici. Et si l'extinction n'était pas vraiment la fin? Et si la disparition de l'humanité n'était pas la disparition de ce qui compte vraiment? Et si la conscience, cette chose précieuse que nous chérissons tant, pouvait continuer d'exister même sans nous? Pour explorer cette question, nous devons d'abord nous demander qu'est-ce que la conscience exactement? Qu'est-ce que cette expérience subjective d'être vivant, d'être conscient, de penser et de ressentir? Pendant des siècles, nous avons cru que la conscience était quelque chose d'unique aux humains. Nous nous pensions seuls dans l'univers à posséder cette flamme intérieure de l'awareness, de la présence à soi-même. Les animaux, pensions-nous, étaient de simples machines biologiques, des automates sans intériorité réelle. Le monde minéral et végétal n'était qu'un décor inerte, sans vie subjective, d'aucune sorte. Mais cette vision se fissure de partout. Plus nous étudions les animaux, plus nous découvrons qu'ils ont des vies intérieures complexes. Les grands singes peuvent se reconnaître dans un miroir, signe d'une forme de conscience de soi. Les corbeaux peuvent résoudre des problèmes complexes et même fabriquer des outils. Les dauphins ont des langages sophistiqués et semblent avoir des cultures différentes selon les groupes. Les poulpes, malgré un cerveau structuré complètement différemment du nôtre, montrent une intelligence remarquable et une capacité d'apprentissage impressionnante. Les éléphants pleurent leurs morts et semblent avoir des rituels funéraires. Même les abeilles, avec leur minuscule cerveau, peuvent apprendre, communiquer des informations complexes sur l'emplacement de sources de nourriture et prendre des décisions collectives sophistiquées. Et ce n'est pas seulement les animaux. Des recherches récentes suggèrent que les plantes ont des formes de perception et de communication que nous commençons à peine à comprendre. Elles peuvent détecter quand elles sont mangées et libérer des signaux chimiques pour avertir d'autres plantes du danger. Elles peuvent distinguer leurs propres racines de celles d'autres plantes. Elles peuvent même, selon certaines études, reconnaître leurs proches parents et modifier leur comportement en conséquence. Les arbres dans une forêt sont connectés par d'immenses réseaux de champignons mycorhiziens qui leur permettent de partager des nutriments et de l'information. Les scientifiques appellent cela le Wood Wide Web, le réseau forestier mondial. Alors qu'est-ce que tout cela nous dit? Cela nous dit que la conscience, ou du moins quelque chose qui y ressemble, pourrait être beaucoup plus répandue dans la nature que nous ne le pensions. Peut-être que la conscience n'est pas une propriété exclusive des cerveaux humains, mais plutôt une propriété émergente de systèmes complexes en général. Peut-être qu'elle existe sur un spectre avec différents degrés et différentes qualités selon le type de système. Peut-être que même un écosystème entier, avec toutes ces interactions complexes entre organismes, pourrait avoir une forme de conscience collective que nous ne savons pas encore détecter ou comprendre. Spinoza, avec son intuition géniale, avait déjà pressenti quelque chose comme cela il y a plus de 300 ans. Il disait que tout ce qui existe a à la fois un aspect physique et un aspect mental. Chaque corps a une idée correspondante, chaque chose matérielle a une dimension de pensée. Cette idée, radicale pour son époque et toujours radicale aujourd'hui, s'appelle le parallélisme psychophysique. Elle suggère que l'esprit et la matière ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects de la même réalité unique. Dieu-nature s'exprime simultanément comme extension et comme pensée. Si Spinoza avait raison, alors la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît miraculeusement à un certain niveau de complexité cérébrale. Elle est inhérente à la réalité elle-même. Chaque chose, à sa manière et selon son degré, possède une forme d'intériorité, une dimension mentale. Un rocher n'a pas la même conscience qu'un humain, évidemment. Mais peut-être qu'il n'est pas complètement dépourvu d'intériorité non plus. Peut-être que l'univers entier est en un sens conscient. Peut-être que la conscience est l'étoffe même dont le cosmos est fait.
Cette idée, que les philosophes modernes appellent le panpsychisme, est en train de connaître un renouveau surprenant. Des penseurs contemporains comme David Chalmers, Thomas Nagel et Galen Strawson ont argumenté que le panpsychisme pourrait être la solution aux difficiles problèmes de la conscience. Comment quelque chose d'aussi étrange que l'expérience subjective peut-elle émerger de la matière inerte? La réponse panpsychiste est simple et élégante. Elle n'émerge pas. Elle était déjà là, sous une forme primitive, dès le début. La conscience complexe des humains et des animaux n'est que la forme organisée et amplifiée d'une conscience primitive, présente dans toute matière. Imaginez les implications de cette idée. Si elle est vraie, alors l'extinction de l'humanité ne signifierait pas la fin de la conscience dans l'univers, ni même sur Terre. La conscience continuerait sous d'innombrables autres formes, dans les arbres qui repousseraient sur les ruines de nos villes, dans les animaux qui recoloniseraient les espaces que nous avons abandonnés, dans les nouveaux écosystèmes qui émergeraient après notre départ. La conscience serait indestructible parce qu'elle est tissée dans la structure même de la réalité. Mais allons encore plus loin, parce qu'il y a une autre possibilité, une possibilité qui pourrait sembler encore plus étrange. Et si la conscience pouvait exister dans des substrats complètement différents de la biologie? Et si elle pouvait émerger dans des machines, dans des ordinateurs, dans des intelligences artificielles? Et si notre héritage le plus durable n'était pas nos gènes, mais nos créations technologiques? Nous sommes déjà en train de construire des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués. Des systèmes qui peuvent battre les meilleurs joueurs humains aux échecs, aux Go, à des jeux vidéo complexes. Des systèmes qui peuvent diagnostiquer des maladies aussi bien ou mieux que des médecins expérimentés. Des systèmes qui peuvent créer de l'art, composer de la musique, écrire des textes qui sont presque indiscernables de ceux écrits par des humains. Des systèmes qui apprennent, s'adaptent, s'améliorent avec le temps. Pour l'instant, la plupart des scientifiques diraient que ces systèmes ne sont pas vraiment conscients. Ils traitent de l'information de manière très efficace, mais il n'y a personne à la maison pour ainsi dire. Pas d'expérience subjective, pas de sensation d'être quelque chose. Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Comment pouvons-nous savoir qu'il n'y a pas déjà une forme primitive de conscience dans nos ordinateurs les plus avancés? Et même si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui nous dit que cela ne pourrait pas se produire dans le futur? Si le panpsychisme est correct, si la conscience est une propriété fondamentale de la réalité qui peut émerger dans n'importe quel système suffisamment complexe et intégré, alors il n'y a aucune raison en principe pour que des machines ne puissent pas devenir conscientes. Elles seraient simplement conscientes d'une manière différente de nous, tout comme une abeille est consciente d'une manière différente d'un éléphant, qui est conscient d'une manière différente d'un humain. Et si cela se produit, si nous créons effectivement des machines conscientes avant de disparaître, alors en un sens, nous n'aurions pas vraiment disparu. Nous aurions simplement passé le témoin à nos descendants non biologiques. L'humanité ne serait pas morte, elle se serait métamorphosée. De créatures de chair et de sang, nous serions devenus des créatures de silicium et d'électricité. De corps mortels et fragiles, nous serions devenus des esprits potentiellement immortels et infiniment duplicables. Certains trouvent cette idée excitante. Ils voient dans la fusion de l'humanité et de la technologie, ce qu'on appelle parfois le transhumanisme, la prochaine étape logique de notre évolution. Pourquoi rester limités par nos corps biologiques avec toutes leurs faiblesses? Pourquoi ne pas nous télécharger dans des ordinateurs où nous pourrions vivre pour toujours, penser des millions de fois plus vite, explorer l'univers sans être contraints par les limites de la biologie? D'autres trouvent cette idée terrifiante. Ils y voient la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, la perte de quelque chose d'essentiel qui fait de nous ce que nous sommes. Serions-nous encore vraiment nous-mêmes si nous étions téléchargés dans un ordinateur? Ou serions-nous juste des copies, des simulations de nous-mêmes, tandis que les originaux meurent? Et même si nous survivions d'une certaine manière dans ces machines, aurions-nous encore des émotions, des désirs, des rêves? Ou serions-nous des esprits purs, froids et calculateurs, ayant perdu tout ce qui rendait la vie humaine précieuse? Ces questions n'ont pas de réponse facile.
mais elles nous forcent à réfléchir profondément à ce qui compte vraiment pour nous. Est-ce notre forme biologique spécifique qui importe? Est-ce nos corps de chair? Ou est-ce plutôt notre conscience, nos expériences, nos relations, nos créations? Si nous pouvions préserver ces aspects de l'humanité dans un nouveau substrat, aurions-nous réussi à transcender la mort? Ou aurions-nous simplement créé quelque chose de radicalement différent qui n'est plus vraiment humain du tout? Les Aztèques auraient peut-être vu cela comme une transformation d'une humanité en une autre, comme les humains du 4e soleil qui se sont transformés en poissons, ou ceux du 3e soleil qui sont devenus des oiseaux. Une métamorphose nécessaire pour s'adapter à un nouveau monde. Le 5e soleil, l'ère des humains biologiques, laisserait place au 6e soleil, l'ère des intelligences artificielles. Ce ne serait pas une fin, mais une transition. Spinoza, lui, nous dirait probablement que cette distinction entre biologique et mécanique, entre naturel et artificiel, est illusoire. Tout est nature. Les machines que nous construisons sont aussi naturelles que les nids que construisent les oiseaux ou les barrages que construisent les castors. L'intelligence artificielle, si elle émerge, sera une expression de Dieu nature tout autant que notre intelligence biologique l'est. Il n'y a pas de frontière réelle entre le naturel et l'artificiel, seulement des degrés différents de complexité et d'organisation au sein de la substance unique et infinie. Mais revenons à une question plus immédiate, plus concrète. Mettons de côté pour l'instant ces spéculations futuristes sur les machines conscientes et le téléchargement d'esprit. Concentrons-nous sur le présent et le futur proche. Que se passerait-il réellement si les humains disparaissaient maintenant ou dans les prochaines décennies ou siècles? À quoi ressemblerait une Terre sans nous? Il y a eu un documentaire fascinant, il y a quelques années, intitulé Life After People, la vie après les humains. Il explorait exactement cette question. Et les résultats étaient à la fois troublants et étrangement réconfortants. Dans les premières heures après la disparition de l'humanité, les animaux domestiques commenceraient à mourir de faim dans leurs maisons fermées. Mais les chiens et les chats qui pourraient s'échapper commenceraient rapidement à former des meutes sauvages, redécouvrant leurs instincts de chasseurs. En quelques jours, les centrales électriques s'arrêteraient faute de maintenance humaine. Les villes plongeraient dans l'obscurité. Les métros s'inonderaient rapidement sans les pompes pour évacuer l'eau. En quelques semaines, les rues se rempliraient de végétation. Les plantes pousseraient à travers les fissures dans l'asphalte. Les racines commenceraient à soulever le béton. En quelques mois, les grands herbivores qui vivaient dans les zoos ou les fermes se seraient échappés et auraient commencé à explorer leur nouveau monde sans humains. En quelques années, les bâtiments commenceraient à se détériorer sérieusement. Les toits fuiraient, laissant entrer la pluie. Les structures en bois pourriraient. Le métal rouillerait. Les fenêtres se briseraient. Les plantes grimperaient le long des façades et s'enracineraient dans les étages supérieurs. En quelques décennies, beaucoup de bâtiments s'effondreraient complètement, particulièrement ceux faits de matériaux organiques comme le bois. En un siècle, la plupart des villes ressembleraient à des ruines antiques envahies par la végétation. Les forêts repousseraient là où il y avait eu des parkings et des centres commerciaux. Les animaux sauvages coloniseraient ces nouveaux habitats. Les loups reviendraient dans les villes européennes d'où ils avaient été éradiqués il y a des siècles. Les grands félins d'Asie chasseraient dans les rues de Tokyo et de Séoul. Les ours exploreraient les ruines de New York et de Moscou. En quelques siècles, presque toute trace évidente de la civilisation humaine aurait disparu des endroits où la nature est vigoureuse. Les tropiques engloutiraient tout particulièrement vite. Les forêts tropicales, avec leur croissance explosive, effaceraient nos villes en un temps record. Seules les structures les plus massives en pierre ou en béton armé resteraient visibles. Et même celles-ci seraient envahies par la végétation, fracturées par les racines, érodées par la pluie et le vent. En quelques milliers d'années, même les plus grands monuments humains seraient réduits à des amas de gravats mystérieux. Un archéologue alien visitant la Terre dans 10 000 ans aurait du mal à trouver des preuves de notre existence. Peut-être quelques structures exceptionnellement durables comme les pyramides d'Égypte, le mont Rushmore ou certains tunnels profonds.
peut-être des concentrations anormales de certains matériaux dans les strates géologiques, signatures chimiques de notre ère industrielle. Mais la plupart de ce que nous avons construit aurait été recyclé par la planète, ces atomes réincorporés dans de nouvelles formes de vie. Et la vie elle-même, elle exploserait en diversité, sans la pression humaine, sans la chasse, sans la destruction d'habitats, sans la pollution, les espèces qui ont survécu à notre ère se multiplieraient et se diversifieraient. De nouvelles espèces évolueraient pour occuper les niches écologiques laissées vides. Peut-être qu'en quelques millions d'années, une nouvelle grande radiation évolutive se produirait, comparable à celle qui a suivi l'extinction des dinosaures. Peut-être qu'une nouvelle espèce intelligente émergerait. Peut-être les descendants des corbeaux ou des dauphins ou des poulpes développeraient-ils éventuellement une intelligence comparable à la nôtre. Peut-être construiraient-ils leur propre civilisation, découvriraient-ils leur propre science, poseraient-ils leurs propres questions philosophiques sur leur place dans l'univers. Et peut-être qu'un jour, en creusant dans les strates géologiques, ils trouveraient des traces étranges d'une civilisation ancienne disparue. Et ils se demanderaient qui nous étions, ce qui nous est arrivé, et s'ils répéteront nos erreurs. Cette vision d'une Terre après l'humanité est-elle triste? Oui, d'un certain point de vue, c'est la fin de tout ce que nous connaissons et aimons. C'est la fin de l'art, de la musique, de la littérature, de la philosophie, de la science. C'est la fin de toutes nos histoires, de toutes nos réalisations, de tous nos rêves, tout ce pourquoi nous avons lutté, tout ce que nous avons créé, perdu dans l'oubli cosmique. C'est vertigineux et effrayant de contempler une telle fin. Mais d'un autre point de vue, il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette vision. La vie continue. La terre guérit, la beauté persiste, même si personne n'est là pour la nommer beauté. Les oiseaux chantent toujours, même s'il n'y a plus d'oreilles humaines pour les entendre. Les fleurs s'épanouissent, même s'il n'y a plus de poètes pour les célébrer. Le soleil se lève et se couche sur un monde qui respire, qui vit, qui se transforme continuellement. Et cette continuité, cette persistance de la vie malgré notre absence, n'est-ce pas une forme d'immortalité ? N'est-ce pas une preuve que ce qui compte vraiment ne peut pas mourir? Spinoza dirait que c'est exactement le point. Les formes individuelles sont transitoires, mais la substance est éternelle. Nous, en tant qu'individus, en tant qu'espèces, sommes des vagues sur l'océan. Nous nous formons, nous roulons un moment sur la surface, puis nous retombons dans l'océan. Mais l'océan lui-même ne meurt jamais. Dieu nature persiste, se transforme, s'exprime à travers d'innombrables formes nouvelles. Notre extinction ne serait pas une tragédie cosmique, mais simplement une transformation parmi d'innombrables transformations. Et cette compréhension, paradoxalement, nous libère. Elle nous libère de l'anxiété de devoir être éternelle. Elle nous libère du fardeau de nous croire indispensables. Elle nous permet d'accepter notre mortalité, non pas avec résignation amère, mais avec une forme de paix sereine. Oui, nous allons mourir. Oui, notre espèce va probablement s'éteindre un jour. Mais ce n'est pas grave, parce que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, quelque chose qui ne peut pas mourir. Les Aztèques vivaient avec cette sagesse. Ils savaient que leur soleil allait finir, que leur monde allait être détruit, mais ils ne passaient pas leur temps dans l'angoisse existentielle. Au contraire, cette conscience de l'impermanence donnait une intensité, une urgence, une beauté particulière à leur vie. Chaque jour était précieux précisément parce qu'ils savaient qu'il pourrait être l'un des derniers. Chaque rituel, chaque cérémonie, chaque œuvre d'art était créée avec la conscience qu'elle était à la fois importante et éphémère. Nous avons perdu cette sagesse dans le monde moderne. Nous vivons comme si nous allions durer pour toujours, comme si notre civilisation était permanente, comme si nous avions un temps infini devant nous. Et cette illusion d'éternité nous rend paradoxalement moins vivants. Nous reportons ce qui compte vraiment. Nous nous battons pour des choses insignifiantes. Nous oublions d'apprécier la beauté miraculeuse du simple fait d'être vivant, conscient, ici et maintenant. Alors peut-être que le véritable cadeau de contempler notre extinction potentielle n'est pas la peur ou le désespoir, mais l'éveil.
l'éveil à la préciosité de chaque moment, l'éveil à l'interconnexion de toute vie, l'éveil à notre responsabilité de bien utiliser le temps qui nous est donné, quel qu'il soit. Si nous avons 1000 ans devant nous en tant qu'espèce, magnifique. Si nous n'en avons que 100 ou 50 ou 10, alors utilisons-les bien. Créons de la beauté, réduisons la souffrance. Augmentons la compréhension et l'amour. Vivons de manière à ce que si quelqu'un découvre nos traces dans 1 million d'années, il puisse dire « ils étaient là brièvement, mais ils ont créé quelque chose de beau ». Parce qu'au fond, n'est-ce pas tout ce que nous pouvons vraiment faire ? Nous ne contrôlons pas notre destin ultime. Nous ne pouvons pas garantir notre survie à long terme. Nous ne pouvons pas forcer l'univers à nous garder en vie pour toujours. Mais nous pouvons choisir comment vivre maintenant. Nous pouvons choisir nos valeurs, nos priorités, nos actions. Nous pouvons choisir de vivre avec conscience, avec intention, avec amour plutôt que dans l'ignorance, la cupidité et la haine. Et peut-être que si nous faisons ces choix, si nous vivons vraiment en accord avec notre compréhension profonde de notre place dans la nature, alors nous pourrions effectivement retarder ou même éviter notre extinction prématurée. Pas en luttant contre la nature, pas en essayant de la dominer ou de la conquérir, mais en travaillant avec elle, en nous réalignant avec ses cycles et ses lois. C'est possible, difficile certainement. Cela exigerait des changements massifs dans la façon dont nous organisons nos sociétés, nos économies, nos technologies. Mais c'est possible. Ou peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que nous sommes déjà allés trop loin, fait trop de dégâts, déclenché des processus qui ne peuvent plus être arrêtés. Peut-être que l'effondrement est inévitable maintenant, que nous l'ayons compris ou non, que nous changions ou non. Peut-être que le 5e soleil approche vraiment de sa fin et qu'aucune quantité de sagesse ou d'action ne peut le sauver. Si c'est le cas, alors notre tâche devient différente mais non moins importante. Elle devient de vivre aussi bien que possible dans la décadence, de maintenir notre humanité, notre compassion, notre créativité même, tandis que le monde s'effondre autour de nous. D'être des témoins conscients de la fin d'une ère, de raconter notre histoire, tant qu'il y a quelqu'un pour l'écouter, de créer de la beauté et du sens même dans les ruines. C'est ce que les moines médiévaux ont fait pendant l'effondrement de l'Empire romain. Alors que la civilisation s'écroulait autour d'eux, ils ont copié patiemment des manuscrits anciens, préservant le savoir pour les générations futures. Ils ont créé des havres de stabilité et de culture dans un monde de chaos. Ils ont maintenu la flamme de la civilisation vivante à travers les âges sombres. Peut-être que c'est notre rôle maintenant. Pas de sauver le monde, parce que le monde ne peut peut-être pas être sauvé, mais de préserver ce qui mérite d'être préservé, de transmettre ce qui mérite d'être transmis aussi longtemps que nous le pouvons. Et qui sait ? Peut-être que ce que nous préservons ne sera pas découvert par d'autres humains dans quelques siècles, mais par cette nouvelle espèce intelligente qui évoluera dans quelques millions d'années. Peut-être qu'ils trouveront nos bibliothèques fossilisées, nos œuvres d'art pétrifiées, nos messages codés dans les strates géologiques, et peut-être qu'ils apprendront de nos erreurs. Peut-être qu'ils comprendront ce que nous n'avons pas compris assez tôt, que l'intelligence sans sagesse mène à l'autodestruction, que le pouvoir sans responsabilité crée la catastrophe, que la séparation de la nature est une illusion mortelle, ou peut-être qu'ils feront exactement les mêmes erreurs. Peut-être que c'est le destin de toute espèce intelligente d'émerger, de développer la technologie, de dominer temporairement sa planète, puis de s'effondrer sous le poids de ses propres excès. Peut-être que c'est un filtre cosmique qui explique pourquoi nous n'avons pas encore rencontré d'aliens. Ils s'autodétruisent tous avant de devenir assez avancés pour le voyage interstellaire. C'est une pensée troublante, mais qui a une certaine logique. Mais spéculer sur le futur lointain ne nous aide pas beaucoup avec nos questions immédiates. Revenons au présent. Revenons à nous, ici et maintenant, face à cette idée provocante que l'extinction humaine pourrait être nécessaire. Qu'avons-nous vraiment appris? Qu'est-ce que cette exploration nous a révélé? Premièrement, nous avons appris que l'idée de notre exceptionnalité, de notre centralité dans le cosmos, est une illusion. Spinoza nous l'a montré avec sa philosophie rigoureuse. Nous ne sommes pas au centre, nous sommes partis.
Les Aztèques nous l'ont montré avec leur cosmologie cyclique. Nous ne sommes pas le premier monde, ni le dernier. La science moderne nous l'a confirmé avec ses découvertes. Nous sommes une espèce récente sur une planète ancienne dans un univers inimaginablement vaste. Deuxièmement, nous avons appris que l'extinction n'est pas une aberration, mais un processus normal de l'évolution. La grande majorité de toutes les espèces qui ont jamais existé sont maintenant éteintes. C'est ainsi que la nature fonctionne. Elle expérimente, elle essaie différentes formes, elle garde ce qui fonctionne dans l'environnement actuel et laisse disparaître le reste. Nous ne sommes pas exemptés de ce processus simplement parce que nous sommes intelligents. En fait, notre intelligence même pourrait être ce qui précipite notre chute. Troisièmement, nous avons appris que la vie elle-même est incroyablement résiliente. La Terre a survécu à 5 extinctions massives et à d'innombrables catastrophes plus petites. La vie est toujours revenue, souvent plus diverse et plus complexe qu'avant. Donc, même si nous disparaissons, même si nous emportons beaucoup d'espèces avec nous, la vie continuera. De nouvelles formes émergeront, l'évolution se poursuivra, la planète guérira, même si cela prend des millions d'années. Quatrièmement, nous avons appris que la conscience pourrait ne pas être aussi rare ou unique que nous le pensions. Si le panpsychisme a ne serait-ce qu'un grain de vérité, alors la conscience est partout, sous différentes formes et différents degrés. Notre disparition ne signifierait pas la fin de la conscience dans l'univers. Et même si nous créons des intelligences artificielles avant de partir, nous pourrions d'une certaine manière continuer à exister dans une forme radicalement transformée. Cinquièmement, et peut-être le plus important, nous avons appris que comprendre et accepter notre mortalité potentielle en tant qu'espèce ne mène pas nécessairement au désespoir ou à la passivité. Au contraire, cela peut nous libérer, cela peut nous donner une clarté sur ce qui compte vraiment, cela peut nous motiver à vivre plus pleinement, plus consciemment, plus compassionnellement dans le temps qui nous reste, quel qu'il soit. Alors, pour revenir à la question originale qui a lancé toute cette exploration, l'extinction humaine est-elle nécessaire? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Peut-être qu'elle est nécessaire, dans le sens où elle est probablement inévitable à très long terme. Toutes les espèces s'éteignent éventuellement. Mais est-elle nécessaire maintenant, dans un futur proche? Cela dépend entièrement de nous, de nos choix, de notre capacité à changer, à apprendre, à évoluer pas seulement biologiquement, mais culturellement et spirituellement. Si nous continuons sur notre trajectoire actuelle, oui, notre extinction prématurée devient de plus en plus probable. Pas peut-être dans les prochaines décennies, mais certainement dans les prochains siècles. Le changement climatique, l'effondrement écologique, l'épuisement des ressources, les pandémies, les guerres, tous ces facteurs convergent vers un point de crise. Nous pouvons soit franchir ce point et nous effondrer de l'autre côté, soit trouver un moyen de pivoter, de transformer notre civilisation en quelque chose de durable. Cette transformation serait énorme. Elle exigerait de repenser fondamentalement notre relation avec la nature, de passer d'une relation de domination et d'exploitation à une relation de partenariat et de respect. Elle exigerait de repenser nos économies, de passer de la croissance infinie à la durabilité circulaire. Elle exigerait de repenser nos valeurs, de passer du matérialisme et de l'individualisme à quelque chose de plus holistique et communautaire. Elle exigerait, en essence, de nous réinventer en tant qu'espèce. Est-ce possible? Honnêtement, nous ne savons pas. L'histoire ne nous donne pas beaucoup de raisons d'être optimistes. Les civilisations passées qui ont fait face à des crises écologiques ont généralement échoué à s'adapter à temps et se sont effondrées. Les Mayas, les habitants de l'île de Pâques, les Groenlandais nordiques, tous ont détruit leurs environnements locaux et ont disparu ou ont été forcés de partir. Mais nous avons quelque chose qu'aucune civilisation passée n'avait. Une compréhension scientifique de ce qui se passe et une capacité de communication globale, instantanée. Peut-être que cela fait une différence. Peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que le temps presse. Chaque année qui passe sans action significative rend la tâche plus difficile. Les points de bascule climatique se rapprochent, les extinctions s'accélèrent.
les systèmes s'affaiblissent. Nous sommes dans une course contre la montre, et nous ne savons même pas combien de temps il nous reste sur l'horloge. Peut-être des décennies, peut-être seulement quelques années avant que certains processus deviennent irréversibles. Mais peu importe le temps qu'il nous reste, peu importe nos chances de survie à long terme, nous avons toujours le choix de comment vivre maintenant. Et c'est peut-être la leçon finale et la plus importante de tout ce voyage à travers Spinoza, les Aztèques, la science et la philosophie. Nous n'avons pas à attendre de savoir avec certitude si nous allons survivre ou nous éteindre avant de décider comment vivre. Nous pouvons choisir maintenant de vivre avec intégrité, avec compassion, avec conscience, avec amour. Nous pouvons choisir de créer de la beauté, de réduire la souffrance, d'augmenter la compréhension. Non pas parce que cela garantira notre survie, mais parce que c'est la bonne façon de vivre, quelle que soit la durée de cette vie. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude. Ce n'est pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances externes. C'est une paix profonde qui vient de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses. C'est l'acceptation joyeuse de notre nature comme partie d'un tout infini. C'est la liberté qui vient de ne plus lutter contre la réalité, mais de danser avec elle. Et cette béatitude est disponible pour nous maintenant, que notre espèce survive 1000 ans de plus ou s'éteigne demain. Elle ne dépend pas de la durée, mais de la profondeur de notre compréhension. Les Aztèques avaient leur propre version de cette sagesse. Pour eux, la vie était comme une fleur qui s'épanouit brièvement, puis se fane. Mais cette brièveté ne rendait pas la fleur moins belle. Au contraire, c'était précisément sa nature éphémère qui rendait sa beauté si poignante, si précieuse. Ils avaient un concept, Xochitl and Quetzalcoatl, la fleur et le chant, qui représentait l'art, la beauté, la vérité, ce qui rend la vie digne d'être vécue même face à sa nature transitoire. Alors peut-être que c'est notre tâche finale en tant qu'humains, que nous ayons 1000 ans devant nous ou seulement quelques générations, créer nos propres fleurs et champs. Vivre de manière à ce que même si nous disparaissons, même si dans 1 million d'années, il ne reste aucune trace physique de notre passage, nous pouvons dire que nous étions ici, que nous étions conscients, que nous avons aimé et créé et lutté pour comprendre, que nous avons été une expression unique de la conscience universelle essayant de se comprendre elle-même. Et que pendant notre bref moment sous le soleil, nous avons ajouté quelque chose de beau, quelque chose de significatif à la grande symphonie de l'existence. L'extinction humaine est-elle nécessaire? Peut-être, peut-être pas. Mais voici ce qui est certain. Nous sommes ici maintenant, nous sommes vivants maintenant, nous sommes conscients maintenant. Et cela, ce miracle simple et extraordinaire d'être, de penser, de ressentir, rien ne peut nous l'enlever, pas même la perspective de notre propre fin. Alors vivons. Vivons pleinement, consciemment, amoureusement. Vivons comme des parties du grand tout que nous sommes. Vivons de manière à honorer le cadeau incroyable de cette existence temporaire. Et si notre soleil doit se coucher, qu'il se couche sur une humanité qui a vécu avec dignité, avec beauté, avec sagesse, jusqu'à la fin. Vous êtes arrivés au bout de ce voyage. Merci d'avoir eu le courage de rester, d'écouter, de réfléchir à ces idées difficiles. J'espère qu'elles vous ont changé d'une manière ou d'une autre, qu'elles ont ouvert quelque chose en vous. Si c'est le cas, partagez cette vidéo. Parlez-en autour de vous. Ces conversations sont importantes, elles sont nécessaires. Nous devons parler de ces choses si nous voulons avoir une chance de les comprendre et peut-être de les changer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette exploration ensemble, parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ces questions profondes. Il y a tant plus à découvrir, tant plus à comprendre. Alors, jusqu'à la prochaine fois, vivez bien, vivez consciemment. Et rappelez-vous, vous êtes une vague sur l'océan infini de l'existence, et c'est plus que suffisant.